Aujourd'hui, on plonge dans le Maroc du 19e siècle. C'est une période vraiment charnière. Oui, absolument. Et les sources qu'on a, des analyses historiques, nous montrent un tableau assez complexe. C'est ça. On part d'un royaume, le seul État indépendant du Maghreb, au début du siècle, et on va voir comment sa souveraineté s'est, érodée. Surtout face aux Européens, la France en Algérie juste à côté. Mhm. Notre but, c'est de décrypter ça. Les faiblesses internes d'un côté, les pressions externes de l'autre. Et il y a ce fait, assez surprenant, rapporté dans les sources. Ah oui? Au départ, en Europe, le Maroc était vu comme un État respectable, même prospère par certains aspects. C'est fou ça. Alors, comment on passe de ça à la suite? Déballons ça. Alors, le point de départ, c'est ce royaume alaouite avec une tension, on peut dire, structurelle. Il y a le Makhzen, le pouvoir central du sultan, et puis il y a ce qu'on appelle le Bled es-Siba. Le bled est si bas, c'est-à-dire, En gros, ce sont de vastes zones, souvent des régions tribales, qui, échappaient pas mal à l'autorité directe du sultan. Surtout pour les impôts, l'armée, c'était compliqué. d'accord, une sorte de dualisme interne. Voilà. Et à ça, il faut ajouter des crises assez dures, famine, épidémie, qui affaiblissaient le pays régulièrement. Donc un terrain déjà un peu fragile, quoi. C'est ça. Et c'est là-dessus qu'arrive la pression européenne. Avec un moment clé, la conquête de l'Algérie par la France, dès 1830. Ça change tout pour le Maroc, j'imagine. Ah oui, complètement. Le sultan Moulay Abderrahmane soutient l'émir Abdelkader. C'est une logique de solidarité, mais ça mène à une confrontation. Et à la fameuse bataille d'Isly en 1844. Exactement. Et là, c'est la défaite marocaine. Et au niveau de la perception européenne, c'est un vrai tournant. Ah bon? Comment ça? D'un coup, le Maroc apparaît faible militairement, c'est une image qui va coller. Et la France, elle enchaîne direct avec le traité de l'Ala-Marnia en 1845. Un traité de frontière, c'est ça? Oui, mais alors, c'est là que ça devient intéressant, ou plutôt problématique. C'est l'ambiguïté organisée. C'est-à-dire? Ambiguïté, Tout à fait. tout à fait. Au nord, la frontière est plus ou moins tracée, c'est clair, mais au sud, dans le Sahara, Oui. là, c'est flou, très flou. La frontière dépend de l'allégeance des tribus, une allégeance qui change, évidemment. D'accord. Un vide juridique, en quelque sorte. C'est ça. Et la France va exploiter ce vide. Elle avance progressivement vers le sud en disant « Ah, mais ces territoires sont terra nullus, sans maître, parce que le Makhzen n'y exerce pas une autorité constante. » Malin. Et une manière de grignoter le territoire sans déclaration de guerre formelle, quoi. Voilà. C'est une sorte d'amputation progressive. Mais face à tout ça, le Maroc a bien dû réagir. Il y a eu des tentatives de réforme, non? Je pense à Moulay Hassan Ier. Oui, tout à fait. Sous Moulay Hassan Ier, entre 1873 et 1894, il y a eu un vrai effort de modernisation. On appelle ça l'Islah. L'Isla. Oui, l'idée c'était de renforcer l'État, réorganiser l'armée à l'européenne, moderniser l'administration, mieux collecter les impôts. Mais ça n'a pas suffi apparemment. Non. Ça s'est heurté à une double résistance. D'abord, en interne. Ah oui, des résistances internes. Oui, certains notables, certaines tribus, ils voyaient pas d'un bon œil la centralisation, les nouvelles taxes, le changement, quoi. Classique. Et l'autre résistance? Externe, j'imagine. Exactement. Et là, c'est, un sabotage assez méthodique des puissances européennes. Un Maroc fort, ça ne les arrangeait pas. Ah, carrément. Un sabotage. Mais comment? Avec quels outils? Alors, 2 outils principaux. Le premier, la dette. L'endettement forcé. La dette. Oui. Après la guerre avec l'Espagne en 1860, le Maroc doit payer une indemnité énorme. Il est obligé de faire ses premiers emprunts en Europe, et là, c'est le début de la spirale. Dépendance financière. D'accord. Le piège de la dette. Et le deuxième outil? Le deuxième, c'est ce système de protection consulaire. C'est devenu officiel avec la Convention de Madrid en 1880. La protection consulaire, ça consistait en quoi exactement? Et pourquoi c'était si efficace comme outil de sabotage? Alors ça, c'était particulièrement vicieux, on peut dire. Les consulats européens donnaient leur protection à des Marocains, souvent des commerçants riches, les toudjars, ou des intermédiaires utiles. Et alors? Qu'est-ce que ça changeait pour eux d'être protégés? Ça changeait tout. Ils échappaient à la justice marocaine, et surtout, ils ne payaient plus d'impôts au Makhzen. Ah oui, quand même. Imaginez l'impact.
L'État marocain se voit privé des impôts de ses sujets les plus fortunés, pile au moment où il a besoin de cet argent pour les réformes de l'islam, pour payer l'armée, pour affirmer son autorité. C'est une asphyxie financière organisée, en fait. C'est exactement ça, une strangulation fiscale. Et en plus, ça nourrissait le discours européen. Regardez, le Maroc est incapable de se gérer, de se moderniser. Donc, si je résume, pression militaire aux frontières, pression financière avec la dette, et cette érosion du pouvoir à l'intérieur via les protections. Le tableau est sombre. Ça mène où tout ça? Ça mène tout droit à la conférence d'Al-Jazeera en 1906. Al Jazeera? Oui. Officiellement, c'était pour régler les tensions entre la France et l'Allemagne sur le Maroc et pour préserver la souveraineté du sultan. Mais en réalité... En réalité, l'acte final d'Al-Jazeera, il organise une mise sous tutelle internationale. La police dans les ports, les finances, via une banque d'État contrôlée par les Européens, surtout France et Espagne. Donc la souveraineté, c'était devenu une façade. Complètement, une fiction juridique. Et une fiction qui n'allait pas durer. Parce que ça a ouvert la porte à... Aux interventions militaires. Le bombardement de Casablanca en 1907, par exemple. Et ça a préparé le terrain pour le protectorat de 1912. La fin de l'indépendance, quoi. D'accord. Alors, si on devait retenir l'essentiel de ce deep dive sur le Maroc au XIXe siècle, c'est cette perte progressive de souveraineté, moins par une invasion directe au début, mais plus par une sorte de combinaison, exploitation des failles internes et imposition de contraintes externes. C'est ça. Frontières floues, dette écrasante et ce système de protection qui sape l'État de l'intérieur. C'est une démonstration assez frappante, non? De comment des outils non militaires, financiers, juridiques, diplomatiques, peuvent préparer le terrain. Tout à fait. Ils peuvent affaiblir une entité au point de rendre la domination politique quasi inévitable, ou en tout cas justifiable aux yeux des puissances de l'époque. L'affaiblissement a vraiment précédé la prise de contrôle. Et ça laisse une question en suspens, peut-être pour réfléchir. Cette stratégie d'affaiblissement indirect, en jouant sur les leviers internes, financiers, légaux, est-ce que ce n'est pas, parfois, une méthode de conquête plus subtile, peut-être moins coûteuse, et finalement plus efficace à long terme qu'une invasion militaire classique? C'est une bonne question. Voilà. De quoi réfléchir. Fin de ce deep dive.